Journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Visite de travail et d'amitié du président cubain Miguel Díaz-Canel en Algérie. Il vient juste d'être reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Sahara occidental, ouverture d'une représentation diplomatique sahraoui à Bogota, en Colombie. Accord bilatéral entre Tripoli et Tunis afin de créer une zone de libre-échange. Match Algérie-Mali s'est soldé par le score d'un but partout à Oran au stade Milot Hetfi en attendant la deuxième rencontre amicale contre la Suède. Bonjour à tous et on entame cette édition par la coopération bilatérale entre Cuba et l'Algérie. Le président cubain Miguel Díaz-Canel entame depuis hier une visite de travail et d'amitié en Algérie, à Alger. Il a été reçu hier soir par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. Il vient d'être reçu à l'instant même par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les détails avec Khairdine Batacha. L'Algérie et Cuba ont ce quelque chose de commun qui élève la révolution et l'attachement au principe de décolonisation et de la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes au rang de valeurs sacrées. Les murs d'Alger et les rues de La Havane respirent l'histoire. C'est dans cet esprit que le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a entamé mercredi soir une visite de travail et d'amitié en Algérie. Une amitié qui s'est renforcée par la création en février dernier d'un groupe d'amitié parlementaire Algérie-Cuba. Il s'agit d'un pas de plus dans la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette visite, qui coïncide avec la célébration du 60e anniversaire des relations historiques entre les deux pays, s'inscrit également dans la perspective de la coopération économique bilatérale. Au-delà du travail remarquable réalisé dans le secteur de la santé, avec l'installation d'un hôpital spécialisé dans la chirurgie ophtalmologique dans la wilaya de Djelfa, l'Algérie et Cuba possèdent des atouts considérables à même de promouvoir cette coopération économique et commerciale. Les capacités des deux pays en la matière ont été passées en revue dans le cadre de la 22e session de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle tenue en février 2019. Alger et La Havane ont signé un accord pour l'installation d'un forum d'affaires algéro-cubain et mis en place une feuille de route qui fera office de plateforme de coopération économique. Au Moyen-Orient, les forces de l'occupation sioniste ont procédé dès ce matin à des arrestations arbitraires de plusieurs Palestiniens dans la région de Naplouse, utilisant des bombes de gaz lacrymogène contre des citoyens palestiniens. La campagne d'arrestation a touché plusieurs jeunes Palestiniens à Tolkaram et à Al-Khalil. Nous vous le disions en titre, le ministère des Affaires étrangères colombien vient d'annoncer l'ouverture d'une représentation diplomatique de la République arabe sahraoui à Bogota, dans la capitale colombienne. Cette décision intervient 100 jours seulement après la formation du nouveau gouvernement colombien, ce qui hisse les relations entre les deux pays à leur plus haut niveau. Actualité continentale au Mali. Berlin se dit prête à retirer ses troupes allemandes engagées au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU, la MINUSMA, d'ici la fin 2023. La Grande-Bretagne ainsi que la Côte d'Ivoire ont déjà annoncé cette semaine le retrait prochain de leur contingent. Une décision qui vient suite à un accord de principe au sein du gouvernement allemand, et une annonce officielle devrait intervenir mardi prochain.
Dans la région entre la Libye et la Tunisie, un accord bilatéral a été signé afin de créer une zone économique de libre-échange au niveau du poste frontalier Ras Jdir. L'accord en question prévoit la levée des restrictions entre les citoyens des deux pays ainsi que la libre circulation des biens. Toujours en Libye, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a affirmé que les Libyens sont souverains et capables de trouver une solution à la crise que traverse le pays, soulignant que cette solution émanera des élections. Bathily a soutenu que la Libye a besoin de paix, de développement, de sécurité des frontières, de solidarité ainsi que de la fraternité entre ces régions et ces villes. Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité de mettre fin aux institutions et au gouvernement temporaire. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la région est sous pression depuis que les combats entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du M23 se sont rapprochés de la capitale provinciale. Les rebelles revendiquent dans un communiqué la prise de Kipomba, ce que conteste l'armée congolaise qui affirme contenir l'ennemi dans la zone. Une situation qui coïncide avec l'arrivée des troupes kenyanes depuis samedi dernier dans le cadre d'une force régionale et africaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York suite à la chute d'un missile dans le territoire polonais, ayant tué 2 personnes dans un village à la frontière avec l'Ukraine. Pour la représentante de Washington à l'ONU, cet événement ne serait jamais arrivé sans le conflit russo-ukrainien. While we still don't know all the facts, bien que nous ne connaissons pas encore tous les faits, nous savons une chose, cette tragédie n'aurait jamais eu lieu sans l'invasion inutile de l'Ukraine par la Russie et ses ressentirs de missiles contre l'infrastructure civile de l'Ukraine. La Charte des Nations Unies est claire, l'Ukraine a le droit de se défendre contre ce barrage, de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Defend its sovereignty, defend its territorial integrity. Les États-Unis n'ont rien vu qui contredise la position du gouvernement polonais, selon laquelle l'explosion meurtrière près de la frontière de ce pays avec l'Ukraine a été causée par un missile ukrainien de défense antiaérienne. C'est ce qu'a déclaré Vedant Patel, un porte-parole du département d'État américain, lors d'un point presse à Washington. Nous avons toute confiance dans l'enquête du gouvernement polonais sur l'explosion près de leur frontière avec l'Ukraine et nous les félicitons pour la manière professionnelle et délibérée avec laquelle ils l'amènent. Et comme l'a dit le Conseil de sécurité nationale, nous n'avons rien vu qui contredise la conclusion initiale du président Duda, selon laquelle cette explosion était probablement le résultat d'un missile ukrainien de défense anti-aérienne qui a malheureusement atterri en Pologne. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les alliés de l'Ukraine à partager toutes les données détenues sur le missile qui a atterri en Pologne. Et donc Kiev affirme qu'il a été tiré par la Russie. Washington a accrédité l'hypothèse selon laquelle ce missile tombé en Pologne provenait de la défense antiaérienne ukrainienne. La position de l'Ukraine est très claire. Nous nous efforçons d'établir tous les détails, tous les faits. C'est pourquoi nous avons besoin que nos spécialistes se joignent aux travaux de l'enquête internationale. Nous avons besoin d'avoir accès à toutes les données dont disposent nos partenaires, ainsi qu'au site de l'explosion. Résultat des élections mi-mandat aux États-Unis, les républicains gagnent la majorité à la Chambre des représentants, ce qui pourrait être un obstacle législatif pour la Maison-Blanche et son actuel président démocrate Joe Biden, qui a d'ailleurs félicité dans un tweet le leader McCarthy pour sa majorité à la Chambre et s'est dit prêt à travailler ensemble pour les familles américaines. Le Premier ministre thaïlandais ouvre le sommet des chefs d'entreprise de l'APEC et déclare que la Thaïlande effectuera une transition vers plus d'énergie propre et développera l'industrie des véhicules électriques et se félicite de la reprise des travaux de l'APEC après 2 ans de rupture en raison de la pandémie du Covid-19.
Le retour du sommet physique des PDG envoie un signal positif pour la région Asie-Pacifique. La salle comble aujourd'hui reflète la réalité de la région. Nous sommes pleinement de retour aux affaires après des années de perturbations. Paris et Téhéran se renvoient la balle alors que la République islamique iranienne a procédé à l'arrestation de 7 ressortissants français accusés d'être agents de renseignement. Paris fustige Téhéran et fustige ces arrestations et les qualifier de chantage. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. Le torchon brûle entre Paris et Téhéran. Sur fond de manifestations populaires en Iran, la France aurait, selon le gouvernement iranien, une implication dans les événements que traverse la République islamique. 7 ressortissants français sont actuellement détenus en Iran, accusés par les autorités iraniennes d'être des agents au service du renseignement de l'État français. Ces derniers auraient pris part aux manifestations, motif de leur arrestation. Ahmad Vaidi, ministre iranien de l'Intérieur, a déclaré que des personnes d'autres nationalités ont été arrêtées pendant les émeutes, dont certaines ont joué un rôle important. Il y a des éléments des services français de renseignement qui seront traités conformément à la loi. Au tour de Paris de répondre, niant en bloc toute présence d'agents d'intelligence français lors des manifestations iraniennes. À l'occasion du G20, Emmanuel Macron a déclaré constater une agressivité croissante de l'Iran envers la France. Paris va même jusqu'à évoquer des otages d'État en allusion aux Français détenus en Iran. Dans un communiqué publié sur le site de la diplomatie française, le Quai d'Orsay avertit tout ressortissant français se trouvant en Iran des risques de détention arbitraire, les invitant à quitter le pays. Alors que Téhéran accuse Paris d'ingérence dans ses affaires internes, la réception par le président français de 4 dissidentes iraniennes à l'Elysée n'arrange rien aux relations entre les deux États, laissant entrevoir une crise diplomatique entre les deux capitales. Sport football, l'affiche amicale entre l'Algérie et le Mali hier soir à Oran s'est soldée par le score d'un but partout. La première réalisation a été pour les Verts après un pénalty transformé par Riyad Mahrez. Les Maliens ont inscrit le but égalisateur à la 58e minute grâce à Massadio Haïdara. Sport football toujours, les préparatifs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar s'intensifient pour les différentes sélections, à l'image de l'Espagne qui va disputer cet après-midi un match amical contre la Jordanie. Les poulains de Luis Enrique entameront la phase finale mercredi prochain contre le Costa Rica pour le compte du groupe E. Les conclusions que je tirerai de ce match sont importantes et les joueurs le savent. J'aime vraiment me concentrer sur ce que les joueurs font à l'entraînement. Et à l'entraînement, vous pouvez gagner le statut de titulaire. Si vous pouvez obtenir ce statut à l'entraînement, imaginez ce que représente un match. Arrêtez de parler d'Ansou comme d'un joueur qui a surmonté une blessure. Tous les joueurs surmontent les blessures, tous. Nous savons tous ce qui lui est arrivé. Il faut passer à autre chose. Je le vois mieux déjà, beaucoup mieux que la dernière fois qu'il est venu en sélection. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.